Je ne saurais passer à notre tout premier panel sans prendre une ou deux questions au niveau de l'assistance. Si vous en avez pour Mme Lonque de la Banque mondiale, suite à cette présentation vraiment très enrichissante à partir de cette enquête réalisée par la Banque mondiale, des chiffres vraiment révélateurs du secteur des fintech en Haïti. Est-ce qu'il y a une question pour Mme Lonque ou est-ce qu'on peut passer rapidement à notre tout premier panel? Il semble que tout a été clair pour l'assistance, pour les différents participants. Donc, merci encore à Mme Lonque, spécialiste du secteur financier de la Banque mondiale, donc, pour cette présentation vraiment extraordinaire. Donc, nous allons passer, mesdames, messieurs, à notre, à notre premier panel pour cette journée, un panel très riche également, qui va être modéré par M. Jean Soukar, que j'appelle maintenant à nous rejoindre. Jean Soukar, qui est expert en monnaie digitale avec plus d'une vingtaine d'expériences sur le marché. Et pour les membres de ce panel qui seront avec M. Jean Soukar, j'appelle M. Max Larsson, le PDG de Transversal. Ça fait exactement 20 ans. J'ai vu, ça fait depuis 2005 Transversal existe, donc c'est vraiment un succès. Et ingénieur Larsson. Nous avons aussi M. Samuel Pierre qui passe de présentation, qui sera avec nous en ligne. M. Samuel Pierre de l'ISTEA Grand Monde et M. Jean-Marie Altema, également de Profit Development Consulting. Jean-Marie Altema, ancien et PDG de Conatel, donc qui passe aussi de présentation. Donc je vous laisse avec ce panel. Je crois qu'il va y avoir une sorte de temps de parole pour chacun des membres, puisque nous devons essayer de rattraper le temps. Donc, monsieur et Jean Soukar, panel là, merci sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je suis Jean Soukar et je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis expert en monnaie digitale et en inclusion financière également, avec plus de 25 ans d'expérience dans le marché des finances en Haïti, avec différents chapeaux dans le secteur du transfert d'argent, monnaie électronique, etc. Donc, je serai le modérateur du panel de la vulnérabilité numérique des MPME, la résilience en discussion. Alors, je vais rapidement vous faire un petit plan des 65 minutes que nous aurons à passer ensemble. Et d'abord, nous aurons une brève présentation de M. Samuel Modestin qui va parler d'un cas bien spécifique de l'applicabilité des paiements digitaux dans des services publics. Et après, je ferai une petite introduction de l'historique, quoique très brève, des portefeuilles électroniques et qui amènera les questions à l'introduction du panel et les questions à traiter avec le panel. Et si vous avez des questions, notez, parce que ce sera un panel assez varié et hétérogène en termes de compétences. Donc, ça nous donnera une idée assez complète des limites où est-ce qu'on devrait aller vers les prochaines étapes pour pousser l'inclusion de la monnaie digitale et l'inclusion financière à travers le pays, tant au niveau du genre équité et au niveau du marché informel qui n'est pas encore assez pénétré comme on devrait l'être. D'accord? Donc, sur ce, c'est avec beaucoup de plaisir que j'introduis Samuel Modestin qui va nous présenter l'applicabilité des paiements digitaux dans le secteur des services publics. Merci. Bonjour tout le monde. Comme M. Soukar vient de le dire, donc je vais vous présenter l'expérience de la DINEPA dans la digitalisation des paiements. Donc je veux signaler que déjà que l'initiative n'est pas interne. Ça a été une initiative des principaux bailleurs qui financent les activités de la DINEPA. Donc je peux préciser qu'il y a la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale, la coopération espagnole, l'USAID, etc. Sur les 7 dernières années, il y a les financements sur les infrastructures, mais sur les 7 dernières années, il y a vraiment une velléité d'appuyer la DINEPA à être rentable, si je peux dire, ou plus ou moins à avoir l'équilibre entre les dépenses
et les recettes parce qu'il y a quand même des investissements, bon, pas de très gros investissements, mais des investissements considérables qui sont faits dans le secteur. Et ces investissements sont soutenus par les bailleurs à hauteur de 100% sur les infrastructures. Donc, on ne se contentait plus de financer les infrastructures, on s'est dit aussi comment aider la DINEPA à gérer ces infrastructures de sorte que le service soit durable. Et l'autre élément qu'il faut préciser, la DINEPA est une entité autonome depuis 2010. Donc ça, c'est une fusion de CAMEP qui était dans la zone métropolitaine et dans les villes-provinces, il y avait le SNEP, qui était le service national d'eau potable et d'assainissement au niveau des grandes villes. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y a 27, la DINEPA c'est une entité de régulation, presque le même schéma de la BH avec les banques. La DINEPA centrale est une entité de régulation et dans les villes, il y a 27 opérateurs qu'on peut dire qui sont censés être autonomes aussi, parce que ces opérateurs commercialisent l'eau et la recette est restée au niveau de ces opérateurs. Il y a seulement une politique de redevance par rapport à la DINEPA. Ceci dit que l'opérateur est libre de fixer, bon, plus ou moins libre de fixer les tarifs, gérer ses clients de façon autonome et décider du niveau des salaires, des dépenses, etc. Il y a seulement une politique de redevance par rapport à la DINEPA. Donc il y a dans le pays 27 opérateurs, on les appelle les centres techniques d'exploitation. Donc pour la zone métropolitaine, on parle du centre technique d'exploitation de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Donc tous ceux qui étaient clients de CAMEP sont maintenant clients du CTE. Donc comme vous pouvez sur la carte aussi, c'est une dispersion, il y a une grande dispersion géographique. Et lorsqu'on parle de monnaie de paiement digital, on parle de la gestion du paiement, de digitalisation des paiements, on parle de la gestion de la clientèle. Donc, le premier problème qu'on avait constaté, au niveau de ces opérateurs, il y avait une gestion manuelle de la clientèle. Mais quand vous avez le nombre de clients, il y a une variation aussi. Si vous avez 1000 clients, 1500 clients, une gestion manuelle ne pose pas de problème. Mais quand vous commencez à avoir une croissance à partir de 3000, 5000, 10 000 clients, la gestion manuelle, lorsque je parle de gestion manuelle, c'est vraiment une fiche par client. Et lorsqu'il faut faire les factures, c'est comme tu vas dans un registre, chaque client a un cartable, mois par mois, il y a un compte, il faut déduire, etc. Je veux prendre le cas du CAP. Lorsqu'on avait commencé avec le CAP avait à peu près 2500 clients. Mais l'opérateur pouvait seulement, manuellement, facturer 800 clients. Ceci dit qu'il y a des clients qui attendent 3 mois pour être facturés à ce rythme. L'autre chose aussi, c'est toute la lenteur qu'il y a s'il y a une réclamation pour une mauvaise facture, etc. Combien de temps ça prend beaucoup de temps. Et l'autre élément important à signaler, comme je l'ai dit au départ, puisque l'initiative n'est pas interne,
c'est presque, je ne vais pas dire imposé, mais c'était presque ça. Donc, il y a une réticence avec les employés du système. Et parfois, par exemple, c'est lié avec la réglementation aussi. Le ministre l'a dit tout à l'heure, le gouverneur l'a dit aussi. Par exemple, on peut livrer les factures par WhatsApp. Mais il y a quelqu'un du système qui vous dit que ce n'est pas légal. Parce que le client doit avoir une facture physique. Donc, ou du moins, c'est des trucs comme ça, puisque l'initiative n'était pas venue de l'intérieur. Donc, l'autre chose qu'on a, on peut avancer sur l'autre slide. Donc, ce qu'on a... Bon, avancez encore un peu. Suivant. Donc, pour passer à la digitalisation des paiements, il y a des étapes. C'était d'abord, il faut digitaliser la base de données client. Parce que comme j'avais dit avant, c'était manuel, c'est une liste, etc. Donc, quand il faut digitaliser 2000, 3000 clients, il n'y a pas de problème. Mais si vous prenez le cas de Port-au-Prince, c'est environ 100 000 clients. Bien que le service n'est pas fourni à 100 000, mais la base de données, quand même, c'est 100 000 clients. Ils ont à peu près 30 000 clients actifs, c'est-à-dire 30 000 clients qui sont censés recevoir le service et qui sont facturés par mois. Donc, à cause de la situation du pays, actuellement, il y a des zones où il n'y a plus de services, bon, ce qu'on appelle entre guillemets les territoires perdus. Donc, ces clients sont mis en quarantaine. Mais lorsqu'il faut faire, maintenant, on a dû installer une plateforme, donc c'est les prérequis. Donc, on a d'abord digitalisé la liste des clients. Donc, on a initié une plateforme de gestion des clients qu'on appelle SIGA, c'est le système intégré de gestion des abonnés, où les factures se font automatiquement, donc avec un clic à la fin du mois, on peut émettre pour la zone métropolitaine, par exemple, 30 000 factures. Mais maintenant, tu as 30 000 factures à distribuer. Je vais prendre l'exemple de Carrefour. Carrefour a à peu près 12 500 clients facturés. Donc il faut, maintenant les factures sont disponibles, mais maintenant il faut les distribuer. Moi j'ai été à Carrefour il y a 2 mois à peine, j'ai remarqué qu'il y a une chambre, dans un coin, un lot de factures jusqu'à la hauteur de ma taille. C'est-à-dire, on a aidé à digitaliser, mais maintenant, les factures sont là, il faut pouvoir les distribuer. Ce qu'on a adapté la plateforme pour qu'on puisse distribuer les factures maintenant, soit par email, soit par SMS, soit par WhatsApp. Bien entendu, si un client veut toujours avoir la facture physique, c'est toujours possible. Et à travers cette plateforme aussi, on peut faire une relance. Bon, plusieurs relances par mois. Donc, on peut dire au client, par exemple, la date d'échéance arrive, il faut payer. Le système te dit le client qui paie. Après 5 jours de la date d'échéance, un autre appel peut être fait, etc. Ce que le système permet aussi, c'est d'avoir une situation pour le taux de recouvrement en temps réel. C'est-à-dire, tu peux voir jour par jour quel est le taux de recouvrement, tout ça.
Donc, ce qu'on a fait comme expérience, lorsqu'on avait installé, bon, Soukar était témoin aussi, par coïncidence, on avait travaillé ensemble sur ce projet. Lorsqu'on a installé le système, après 3 mois, la recette est multipliée par 3. Sans d'autres activités. Seulement installer le système, les clients paient à travers le système et dans 3 mois, on a constaté ça dans 16, avec 16 opérateurs, la recette est multipliée par 3. Donc, l'autre chose aussi, c'est par rapport, même le client, je vais prendre l'exemple de Pétionville, il y a une coupure électrique, donc le système n'est pas disponible. Il y a des clients qui arrivent, qui disent que je ne vais pas payer si je ne reçois pas la facture qui sort dans les POS comme dans les markets. Il y a une autre culture, il y a une autre culture de paiement qui s'est faite. Mais on parle quand même, au niveau de ces opérateurs, le taux de recouvrement reste très faible. Parce que, et c'est pour ça, c'est la motivation même pour le paiement digital. Lorsqu'on a dans la zone métropolitaine 30 000 factures émises, il y a seulement 5 points de perception. Donc, une à Pétionville, pour tous les clients qui sont à Pétionville, et il y a seulement 2 caisses. Donc, même s'il y a un rendement de 80 à 100 personnes par caisse, ça te donne 200 personnes qui peuvent payer sur Pétionville. Donc, si je prends l'exemple de Carrefour, vous allez comprendre pour Carrefour, il y a 13 000, donc il y a seulement 2 caisses. Donc, ce que le paiement, les opportunités que le paiement électronique donne, c'est que il n'y a plus de limites pour les paiements, que ce soit les jours ouvrables, que ce soit les jours de congé, à n'importe quelle heure, vous pouvez accéder au système pour vous payer. Mais dans l'expérience, on a commencé seulement avec Digicel. Donc, le monsieur qui est là, je pense que c'est lui qui avait signé le contrat avec le directeur général il y a peut-être 4 ans. Donc, on a dialogué à peu près avec 6 autres prestataires, la Natcom, l'Agent Cash, et tant d'autres, au moins 6. Mais il y a aussi des difficultés par rapport à ça. Par exemple, pour Digicel, comme je viens de dire, c'est comme la Digicel veut avoir, bon, je le dis, la Digicel veut avoir un contrat avec la DINEPA. Mais la DINEPA, c'est l'instance de régulation. La DINEPA ne commercialise pas. Ce sont les opérateurs qui commercialisent. Maintenant, quand on demande à chaque opérateur une liste de choses, c'est comme pour entrer dans le paiement, ce que les opérateurs, l'ensemble, je veux dire l'ensemble, les prérequis, ce n'est pas forcément adapté à ce type d'opérateur. Ce n'est pas privé, mais ce n'est pas l'État aussi. Il y a une certaine autonomie. Je vais donner l'exemple simple. C'est comme si je suis au Cap, l'opérateur du Cap perçoit son argent, donc la DICL demande à ce qu'il y ait un seul compte. C'est le compte de la DINEPA. Et bon, l'opérateur ne fait pas tout à fait confiance à la DINEPA pour percevoir de l'argent pour lui aussi. Donc pour ne pas retourner dans le contexte qui avait motivé la décentralisation du secteur même. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut adresser. Mais il y a un point important que je vais signaler, c'est à part de l'accessibilité et la traçabilité, il y a la question de
réduction des coûts aussi. Avec WhatsApp, si on envoie les factures par WhatsApp, avec 2 relances, ça coûte 4 gouttes. Si on fait l'impression de 30 000 factures, déjà 30 000 factures, c'est 15 grammes de papier à acheter, à imprimer. Ensuite, le coût pour la distribution. Donc, en termes d'économie d'échelle, si on arrive à digitaliser la gestion des clients au niveau des services publics, ce serait vraiment un grand pas. Malheureusement, le ministre n'est pas là. Je peux faire la remarque librement. L'État doit donner l'exemple. Parce que le véritable problème qu'on a avec la DINEPA, à chaque fois, il y a une excuse pour dire que c'est au niveau de l'État que ça bloque. Pour des trucs simples, par exemple, il était question d'ouvrir un compte par opérateur. On nous dit que c'est le ministre des Finances qui doit donner l'autorisation. Bon, c'est faux quand même, mais c'est des petites choses qui arrivent. Pour les gérer, on peut prendre 2 mois, 3 mois et parfois 6 mois juste pour avoir l'autorisation pour ouvrir un compte. Même si c'est avec la BNC. Après, bon, on a forcé, le directeur d'alors a quand même fait un mémo. Je vais donner l'anecdote de Pétionville, si je prends la zone métropolitaine. Le bureau de Pétionville est à côté de la mairie. Il y a une succursale de la BNC à 200 mètres. Les employés étaient plus à l'aise à prendre le cash pour aller déposer au bureau central à Maïgate, à côté de Brana, au lieu de déposer à la BNC, qui est à 200 mètres. Bon, c'est le cas. J'ai dit au directeur, mais explique-moi, la BNC est à 200 mètres. Je dis, directeur, l'ENA, les Maïgate, mon ne connaît pas cop. Mon ne connaît pas cop nous poter, depuis on est entré dans le bac là, c'est cop. Mais ce qui avait toléré tout ça aussi, l'opérateur avait un compte à la BRH. Donc, Carrefour, Delma, Port-au-Prince, après d'avoir collecté les recettes, doivent apporter l'argent au bureau central à Maïgate et Maïgate de faire le dépôt directement à la BRH. Donc, quelque part, c'est l'État qui a l'outil système là lui-même. Donc, je pense que c'est une opportunité ici, comme on parle de digitalisation, pour que l'État soit conscient du rôle à jouer. Je vais conclure pour dire qu'il y a un opérateur d'eau en Afrique, et précisément à Ouganda, qui fait objet de cas d'étude. Cet opérateur donne la possibilité à ses clients, 26 options de paiement à ses clients pour payer. 26 options. À travers toutes les banques, à travers tous les opérateurs de mobile money et dans les caisses. 26 options de paiement. Pourquoi c'est possible déjà? C'est parce que les étapes, il y a un autre mot qu'on dit maintenant. L'écosystème, c'est parce que l'écosystème le permet. Comme on vient de voir dans la session de l'étude de la Banque mondiale, s'il faut 2 ans, 3 ans pour compléter un processus, dans le cadre d'un projet, on l'abandonne. Donc vraiment,
on a intérêt à construire l'écosystème de façon à faciliter, à mieux faciliter le paiement des clients à travers le paiement digital. Merci. Merci beaucoup, Samuel. Et il est important de mentionner qu'il n'y a pas de développement sans eau. On parle de développement économique et développement humain. Et il n'y a pas de développement de l'eau sans les paiements digitaux, pour être positivité. Donc, on a un petit changement du plan. Je vais faire l'historique après. Donc, parce que nous avons un des panélistes qui doit se déplacer, qui est en ligne. Et je vais les présenter rapidement. Et après ça, je vais lui poser la question pour qu'il puisse répondre. Et je ferai l'historique des portefeuilles de paiement. Donc, avec nous aujourd'hui, nous avons 5 panélistes. Et en premier, nous avons M. Jean-Marie Altema, qui est CEO de Profit IT, Development Consulting. Il va nous rejoindre en ligne. Il était aussi l'ancien directeur de la Conatel et a produit beaucoup d'études sur les barrières technologiques qui existent en Haïti pour les fintech et les paiements mobiles. Nous avons avec nous, à notre gauche, M. Max Lawson-Henry, CEO de Transversal et pionnier de l'inclusion financière en Haïti. Il est dans le secteur depuis la naissance et il a aussi développé plusieurs technologies, solutions pour divers types de produits. D'accord? Nous avons M. Samuel Modestin, que vous venez d'avoir le plaisir d'écouter, qui est un expert en WASH et aussi en facilitation de paiement de services publics. Et enfin, nous avons avec nous le professeur Samuel Pierre, qui est le responsable du département des sciences informatiques de l'École polytechnique de Montréal, fondateur de l'ISTA en Haïti et auteur. Et donc, voilà, c'est le profil de notre panel. Donc, on va commencer avec la première question qui sera adressée au professeur Samuel Pierre. Je ne sais pas s'il est là. Monsieur Samuel Pierre, vous nous écoutez? Oui, bien sûr. Bonjour. D'accord. Et bienvenue, monsieur Samuel Pierre, et merci d'être parmi nous. Donc, je vais commencer avec la première question que vous pouvez développer pour cette belle assistance. Quels sont, d'après vous, les défis à relever afin de pousser davantage les fintechs à se digitaliser et augmenter l'adoption des services numériques en Haïti? Alors, merci M. Souka de m'avoir présenté. Merci également à la BRH qui m'a invité à cet événement. Je salue également les panélistes qui sont là. Certains d'entre eux sont mes amis. Alors, je vous salue tous. Et merci aussi à l'assistance d'être présent pour le spectacle. Alors, pour répondre directement à la question, alors, je vous dirais d'abord que pour avoir eu à plusieurs reprises l'occasion de travailler sur des dossiers de numérique en Haïti, ça fait déjà plus d'une décennie. Le premier grand défi que je vois, c'est l'état de la législation dans le pays qui ne permet pas le développement du numérique de manière globale. Et ça ne concerne pas exclusivement la FinTech. La FinTech, c'est, disons, une pièce du puzzle. Mais de manière générale, tout ce qui est opération de nature numérique est limité par le cadre légal qui n'est pas à la hauteur de la tâche. Et ça, c'est le premier. J'ai déjà assisté une fois à un conseil des ministres, justement parce que ça concernait la technologie. Et j'ai entendu un des ministres parler de l'état lamentable de la législation, du cadre juridique. Alors, le cadre juridique, on le sait, est déficient et ne permet pas le développement de tout ce qui est numérique, incluant la FinTech.
Donc ça, maintenant, c'est une question de travail. Et dans l'état actuel du pays au cours des dernières années, et on comprend que l'esprit n'est pas à cela. Ça, c'est relégué, disons, en dernière place dans la liste des priorités. Refaire le cadre juridique qui permettrait le développement du numérique, incluant la FinTech. Le deuxième obstacle que j'ai vu aussi, là aussi c'est en lien avec mon expérience, on a l'infrastructure technologique qui ne tient pas la route. Quand on dit numérisation, quand on parle de digitalisation, ça repose essentiellement sur une infrastructure de technologie d'information. Or, l'infrastructure qui existe aujourd'hui est très déficiente. Je dirais même de plus en plus déficiente parce qu'on a assisté au cours des derniers mois notamment à des difficultés d'accès à l'infrastructure numérique en Haïti, ce qui rend extrêmement difficile le développement non seulement des applications générales, mais de la FinTech en particulier. Donc voilà des défis qui ne sont pas insurmontables, mais ça prend une volonté politique qui n'est pas présente, et pour des raisons que nous savons, c'est que les esprits sont ailleurs, on a un problème d'insécurité qui bat son plein dans le pays, on ne sait pas comment résoudre ce problème-là, donc les autres problèmes arrivent au bas de la liste des priorités. Voilà. Professeur, vous avez terminé? Oui. D'accord. Pendant que je vous ai là, professeur, et je vais vous poser une question qui est plus pratique, parce que le but de ce panel, c'est d'essayer on a posé les obstacles. Maintenant, comment les corps, d'après vous, les corps législateurs peuvent-ils spécifiquement aider à avancer le secteur? Et quelles autres recommandations pouvez-vous offrir pour l'avancement de ce secteur? Le corps législatif, c'est un premier élément. Je vais un petit peu vous retracer comment on arrive à un cadre législatif. Il doit y avoir un pouvoir politique, pour ne pas le nommer l'exécutif, le ministère concerné, qui décide de faire une loi, par exemple pour reconnaître les documents numériques. Je sais qu'en Haïti, il y a une loi, mais cette loi-là doit être proposée par l'exécutif au pouvoir législatif. Le pouvoir législatif l'examine. Si le pouvoir législatif est fonctionnel, adopte. Et maintenant, on rentre dans une troisième phase. Une fois la loi adoptée, il faut la mettre en œuvre et la traduire en réalité. Très souvent, en Haïti, les lois sont adoptées, mais ne sont pas opérationnelles. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'en connais quelques-unes. Par exemple, la loi sur la signature numérique. La loi sur la signature numérique est adoptée, mais je me fais dire par des organismes étatiques d'Haïti que nous n'acceptons pas les signatures numériques. Alors que la loi a été adoptée après des années de travail. Donc, ça c'est le principal. Il y a trois obstacles. D'abord, le premier, c'est à l'entrée du système, le pouvoir exécutif qui doit découvrir, accepter que c'est pertinent d'avoir une loi sur le numérique. Ça prend un Parlement qui en comprend l'importance et qui vote la loi. Et ça prend, disons, encore l'État qui prend les moyens pour pouvoir appliquer cette loi qui a été adoptée au Parlement. Donc ça prend les trois. Maintenant, dans le cas d'Haïti, très souvent on a franchi les deux premières étapes et on est bloqué dans le troisième. C'est le cas de la signature numérique. Donc, si on voudrait avancer très concrètement, il n'y a rien qui empêche le gouvernement aujourd'hui, même s'il n'y a pas de Parlement, de prendre un décret. Et le décret, une fois pris, le gouvernement aussi prend les dispositions nécessaires pour appliquer le décret. Et comme ça, on sera inscrit dans la réalité. Et quand viendra un nouveau Parlement, on pourrait convertir ce décret-là en un projet de loi, ensuite une loi, mais ce qui serait déjà en application parce qu'il y avait un décret qui rendait la chose possible. Donc voilà une façon de s'en sortir. Mais on ne peut rien faire de sérieux s'il n'y a pas ce cadre juridique en amont. On peut essayer de faire des choses, un petit peu dans l'illégalité pour montrer que c'est faisable, mais à un moment donné, pour que la chose devienne de portée générale dans le pays et acceptée par toutes les entités, il faut qu'il y ait un cadre juridique qui l'approuve et qui lui donne une légitimité.
Merci, professeur. Voyez-vous des obstacles avec la littératie numérique en Haïti et la disponibilité des ressources humaines adéquates pour l'avancement du secteur des paiements digitaux? Non, à mon avis, il n'y a pas un problème de littératie parce que la littératie, elle est la même pour tout le monde. Moi, je travaille, je suis chercheur dans le domaine des réseaux mobiles et en particulier des paiements mobiles. Donc, je travaille sur les nouveaux systèmes de paiement mobile avec des enjeux de sécurité. Il y a une littérature abondante là-dessus. Ensuite, pas seulement dans les pays du Nord. Il y a énormément, j'ai vu la présentation de la personne de la Banque mondiale. Les pays africains sont très dynamiques dans la mise en place de systèmes de paiement mobile. Donc, il y a un corpus de textes, mais également un corpus d'expériences dont on peut profiter. Donc, là ne se trouve pas le problème. Le problème, il est plutôt ailleurs. Le problème, il est dans notre difficulté de trouver des personnes au pays compte tenu de la situation qui prévaut aujourd'hui. Parce que je ne vous apprends rien en vous disant que le pays s'est vidé de ses cadres qui étaient pour la plupart, et une bonne partie de ces cadres-là étaient des personnes versées dans le numérique. Et comme le numérique, c'est quelque chose qui est très en demande partout sur la planète, ces personnes-là deviennent très mobiles et se trouvent dans la situation de quitter le pays pour aller travailler ailleurs de façon à se mettre à l'abri de l'insécurité. La question qui se pose maintenant, est-ce qu'on est en mesure de former rapidement des personnes pour combler ce vide créé par le départ des autres personnes? Et là, ça devient aussi un enjeu. Donc, pas vraiment de problème de déficit de littératie, il y en a suffisamment et Haïti n'est pas le seul producteur. Il y en a un peu en Haïti de littératie numérique, mais il y en a énormément tant dans les pays du Nord que dans les pays africains. Donc, c'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui peut être fait pour qu'on puisse réussir à garder nos personnes formées, sinon à en former davantage pour que même si il y en a qui partent en proportion, qu'on garde une masse critique suffisante pour permettre à la FinTech de se développer. Et merci, professeur. Je sais que vous devez nous quitter très bientôt. Oui, malheureusement. Une dernière question et en quelques mots, comment peut-on pénétrer le marché informel avec la digitalisation des paiements en Haïti? Moi, personnellement, c'est un des domaines. Quand je vous dis que je travaille sur les paiements mobiles, je travaille exactement sur ça. J'essaie de développer des systèmes pour des milieux non bancarisés. Les petites marchandes, là, qui sont très nombreuses en Haïti, c'est la même chose que l'on va retrouver dans la plupart des pays d'Afrique. Et pour la plupart, cette clientèle-là, en fait, je n'ose même pas parler de clientèle parce qu'elles ne sont pas clients de l'État. Elles ne sont pas clients de l'État, elles font leur business, elles essaient de se trouver la vie par elles-mêmes, elles sont dans les rues, elles font des transactions. Ces transactions-là n'ont rien à voir avec la banque. Rien à voir avec la banque. Comment faire pour que des transactions financières puissent se faire à partir de leur téléphone? Et le grand défi là-dedans, et les téléphones dont disposent ces personnes-là ne sont pas des téléphones dernier cri comme ceux que nous avons, nous, comme professionnels. Moi, pas, parce que je n'ai pas de téléphone cellulaire, mais vous qui en avez, vous avez des téléphones sophistiqués qui ne sont pas disponibles pour les personnes de la rue qui s'adonnent comme marchands ambulants. Donc, il y a des solutions qui existent déjà. Donc, je vous le dis, on en a développé et il y en a qui fonctionnent merveilleusement dans les pays d'Afrique pour des personnes quasi analphabètes qui vendent dans la rue et qui font des opérations financières sans jamais passer par la banque. Merci, professeur. Ça a été très productif. Et j'aimerais inviter l'assistance à applaudir le professeur Samuel Pierre. Merci beaucoup, M. Souka, et merci beaucoup à l'assistance. Merci, docteur. Merci. Alors, je vais recommencer avec mon programme. Je vais donner une petite historique des portefeuilles mobiles et puis après ça, on va recommencer avec le reste du panel. Et donc, suite au tremblement de terre du 12 janvier, avec l'appui de la Bill and Melinda Gates Foundation, supportée par le projet USAID-5, une initiative pour lancer les portefeuilles électroniques en Haïti a pris naissance.
la Digicel avec son projet Tcho Mobile, et voilà avec son T-Cash menait la charge, suivi de beaucoup d'autres projets FinTech comme ITP, l'agent cash, Agent Pro, Merchant Pro de la transversale, parmi tant d'autres. Une compétition agressive avait eu lieu, non seulement pour mettre en place l'écosystème technologique, et également au niveau du cadre légal, surtout avec les lignes directrices de la BRH. Alors, il faut dire que la BRH, de par sa nature, a été très attentive à ce secteur. Parce que c'était un petit peu, au début, c'était un petit peu très effrayant comme concept, bien que c'était déjà très populaire au Ghana et au Kenya, ainsi que le Vietnam. Mais lorsque c'est venu, parce qu'Haïti était parmi les premiers, ça a été vraiment effrayant, on peut dire, comme concept. Mais la BRH a su, pour aider le lancement de cette initiative, produire des lignes directrices de base. Elle a été toujours attentive entre 2010 et 2025 à non seulement réviser ces lignes directrices, pas au rythme que le secteur l'aurait souhaité, mais quand même ils ont toujours réagi, non seulement en poussant les limites des portefeuilles, mais aussi en démocratisant l'offre de ce service. Et les débuts s'étaient avérés très difficiles à cause de la nouveauté du concept, mais aussi de la littératie technologique réduite. À l'époque, on n'avait pas trop de pénétration des téléphones et digitaux et ce qu'on appelle les smartphones intelligents, mais c'était surtout des shortcodes qui décourageaient les clients parce que le user experience était très difficile en faisant des shortcodes. Je me rappelle que T-Cash avait des shortcodes assez longs qui créaient des frustrations chez les clients parce qu'après 2 essais, ils arrêtaient d'utiliser le produit. Donc, ce n'était pas trop prometteur. Cependant, vers les années 2014-2015, il y a eu du renouveau. Digicel avait fait l'acquisition de la Voilà, laissant place à Natcom pour rentrer le marché, qui allait plus tard lancer Natcash, que vous connaissez. Entre-temps, la Digicel, qui était désireuse de viser une clientèle plus jeune et de redynamiser le service, a fait du rebranding. Il a changé le mot Tcho Mobile à Moncash. Parce que Tcho Mobile, le terme Tcho faisait partie d'une génération qui devenait assez désuète, qui est la mienne. Donc, ils avaient pris une stratégie de viser les plus jeunes, qui manipulaient le smartphone assez bien, et ça a vraiment dynamisé l'inclusion et l'adoption du service. Maintenant, on est arrivé vers 2025. Et je vais vous donner quelques chiffres. Il existe maintenant, que vous le croyez ou pas, 5 931 206 clients. Donc 4 807 000 sont identifiés. Donc la balance, ce sont les mini-portefeuilles qu'on permet d'avoir anonymement, mais quand même, ça a été une belle progression. Bien qu'au début, on avait toujours, suite au tremblement de terre, on parlait de manque de pièces, manque d'identité, etc. Donc ça vous montre que tout peut être fait. Il peut y avoir des obstacles, mais ça ne veut pas dire que les obstacles, on ne peut pas les surmonter et continuer. Entre Moncash et Natcash, on a respectivement, en termes de solde de compte, 5 490 millions de gourdes et 3 220 millions de gourdes de solde de compte. Je me rappelle qu'on a lancé ce service, on parlait de 100 millions, 90 millions, 100 millions. Donc, le service grandit, l'appétit augmente. ITP et CashPow, KTG, ont des soldes plus faibles, alors que Mago n'a pas encore lancé. Donc, il y a du potentiel. Donc, la taille du marché, en prenant date d'avril 2025, plus ou moins, est à 8,8 milliards de gourdes. Je répète, 8,8 milliards de gourdes sont digitalisées. Et il y a un potentiel énorme pour aller de l'avant. Toutefois, on peut dire qu'il y a une sous-utilisation de certains services, comme les services de paiement dans le marché informel. Je reviens de la Thaïlande. J'ai été dans les rues à Bangkok pour acheter des fruits. J'ai payé avec la technologie NFC, Near Field Communication, où est-ce qu'ils ont un petit terminal, vous tapez le téléphone et puis l'argent se transfère. Et les petites marchands, comme électricité, ils ont un panneau solaire qui est connecté à ce petit terminal
qui va directement dans leur téléphone. Donc, c'est comme ça qu'ils reçoivent le paiement. Ce n'est pas trop compliqué et ces solutions existent. Beijing, c'est la même façon, en Chine. D'accord? Donc, nous, on n'a pas ça. On a travaillé pendant 15 ans. Les services de portefeuille électronique sont utilisés. Tout le monde là, plus ou moins, connaît mon cash, connaît notre cash, connaît l'argent cash, etc. Mais, pour une raison ou pour une autre, lorsqu'on va acheter une douzaine de mangues ou bien du melon, on ne peut pas payer pour mon cash. Donc là, on a toujours des obstacles à franchir. Donc, la monnaie électronique, malgré les avancées, est toujours sous-exploitée en Haïti. OK? Ce qui amène à notre panel. D'accord? Je vais commencer avec Jean-Marie qui nous attend en ligne. Jean-Marie, quels sont d'après toi et de ton expérience les défis à relever afin de pousser cette inclusion d'adoption de monnaie digitale, surtout dans les services de paiement et en général? Alors, merci Soukar, merci, je remercie la BRH pour l'invitation, je remercie aussi toutes les parties prenantes à cette grande activité. Je crois que c'est une expérience, je dirais, exceptionnelle parce que ça va permettre à tous les acteurs de discuter et voir aussi comment ils peuvent s'engager pour résoudre des problèmes. La première question que je me pose toujours, et je crois que c'est la même chose pour tout le monde, c'est, avant de répondre à ta question, et Jean, une fintech, est-ce qu'elle est une entreprise financière ou une entreprise technologique? Il faut comprendre, il faut se poser cette question. Et parce que d'abord, il y a une dimension financière de la fintech, et il y a le cœur même d'activité touche aux services financiers, que ce soit les paiements, que ce soit les transferts d'argent, le crédit, assurance, tout ce qu'on a vu. Et aussi, elle est soumise à des réglementations financières, je vous dirais, imposées par le régulateur qui est la Banque centrale. Et une fintech manipule aussi de l'argent. Mais il y a aussi une dimension technologique parce que le support qui est utilisé, la valeur réside dans l'usage des technologies, que ce soit mobile, que ce soit open banking ou autre. Donc, ça fonctionne sur, je dirais, les infrastructures technologiques. Comprendre les défis, c'est comprendre les deux écosystèmes actuellement en Haïti. Donc, pour la BRH, pour le régulateur, vous comprenez qu'il y a des règlements et le rapport de la Banque mondiale l'a démontré. Et il y a des efforts à faire à un certain niveau. Mais je dirais aussi que ce soit au niveau du régulateur, mais aussi au niveau des fintech elles-mêmes. Parce que arriver à surmonter les obstacles, il faut comprendre aussi que le régulateur doit contrôler, je dirais, quand je dis contrôler, ça veut dire assurer un certain développement du secteur. Mais aussi, si on regarde l'aspect technologique, il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de difficultés, que ce soit dans les infrastructures technologiques, qui ne répondent pas dans certaines zones du pays. Et donc, les rapports montrent qu'aujourd'hui, il y a 86% de la population qui est couverte, ou plutôt qui a un téléphone cellulaire. Mais pour l'Internet, il y a seulement 39,3%. Donc, ça veut dire, si on doit surmonter les obstacles, si on doit comprendre les défis auxquels font face les fintechs, il faut regarder comment renforcer les deux écosystèmes. Maintenant, il faut qu'il y ait aussi une relation entre ces deux écosystèmes. Parce que ce qui arrive, c'est que pour les fintechs, d'après l'expérience que j'ai acquise, parfois, il y a un problème de gouvernance interne. Il y a un problème que ce soit de renforcement du personnel. Généralement, dans certains cas, vous n'avez pas un conseil d'administration. Les décisions, on ne comprend pas, on ne sait pas dans quelle direction, comment elles sont prises. Donc, je crois qu'il y a des décisions à prendre, que ce soit au niveau des fintech, mais aussi au niveau des autres acteurs, pour pouvoir comprendre que si on veut que les fintech, je dirais, répondent à leurs obligations, il faut regarder les deux écosystèmes. Moi, je comprends aussi qu'il y a un manque au niveau des bonnes pratiques. Et généralement, il y a des institutions financières, des fintech, je dirais, qui travaillent de manière isolée. Donc, il faut qu'il y ait une
harmonisation entre les différents acteurs de cet écosystème, que ce soit le régulateur, et ce travail-là, encore, la conférence montre que mettre tout le monde ensemble peut donner des résultats, je dirais, concluants. Donc, les bonnes pratiques, que ce soit sur la conformité réglementaire, la communication que le régulateur doit avoir avec les différentes fintech. Je dirais aussi sur la gouvernance des données. Donc, ça, c'est extrêmement important. Le régulateur a des obligations de protéger, et je dirais, les données des clients et exige aussi des fintech à le faire. Donc, pour cela, il faut qu'il y ait, je dirais, une harmonisation de la gouvernance des données, la protection des données personnelles et aussi de la sécurité des applications. J'ai parlé tout à l'heure de gouvernance interne. Comment sont structurées ces fintechs-là et aussi, je dirais, être à l'écoute de l'utilisateur pour pouvoir améliorer l'expérience client et apporter de l'innovation. Moi, je crois qu'il y a aussi un problème d'innovation et qu'on doit regarder. Si on regarde tout ce qui se fait dans cet écosystème-là, et le problème, on a signalé, il y a un problème il y a un manque de confiance de l'utilisateur. Mais comment arriver à toucher la confiance de l'utilisateur? C'est améliorer l'expérience. L'expérience, ça veut dire que ce n'est pas seulement la transaction, mais c'est tout ce qui est autour. Si on regarde ce qui se fait dans les fintech, généralement, il y a deux fonctionnalités majeures qui fonctionnent. Je dirais, deux fonctionnalités majeures qu'on offre. C'est cash in, cash out. Donc, on dépose de l'argent et on prend l'argent tout de suite. Alors que pour renforcer cet écosystème-là, il faut que l'argent numérique reste à l'intérieur de cet écosystème. Si la marchande ne peut pas recevoir son paiement, quand elle vend de l'ananas, tu as bien signalé, du melon, ça veut dire que l'argent sort. Et autant que l'argent ne reste pas dans l'écosystème, ça coûte à l'utilisateur. D'abord pour faire le cash-in, ensuite pour faire le cash-out et utiliser l'argent physique pour effectuer des transactions. Alors que si on avait identifié que ce soit les agents, les marchands ou les utilisateurs et offrir aussi des services qui permettraient à ce que l'argent digital reste dans cet écosystème-là, ça pourrait avoir un impact considérable. Donc, j'ai un petit peu abordé, je dirais, tout ce qui est défis, obstacles, les points sur lesquels on doit mettre l'accent. Et le professeur Samuel Pierre a expliqué, tu as parlé tout à l'heure de l'aspect légal. C'est extrêmement important parce que quand vous effectuez des transactions, quand vous manipulez l'argent des clients, il faut que le client soit protégé. Mais pour cela, il faut des engagements clairs. Donc, je peux donner une anecdote par rapport aux lois. Je me rappelle, j'étais à la primature, j'étais conseiller à la primature et le Parlement devait, disons, la Chambre des députés devait aller en vacances. Il y avait quatre lois qui étaient déjà déposées par l'exécutif au Parlement. Donc, je me rappelle pas exactement de la date, mais c'était le soir même, avant minuit, la Chambre des députés devait aller en vacances. Et celui qui faisait office de ministre des Relations chargées avec le Parlement, il m'a appelé pour me dire, Altema, qui loi nous gagne le Parlement là pour nous faire passer tout de suite? Mais il était presque minuit. On a passé 3 lois. Mais vous savez comment est-ce que ça fonctionne? Il faut lire les articles, il faut voter article par article. Donc, on a eu le temps, le Parlement, disons la Chambre des députés, a eu le temps de voter 3 textes de loi, y compris la signature électronique, qui aujourd'hui encore est en attente parce qu'il y a le décret qui est sorti il y a quelques semaines, mais on attend encore l'arrêté d'application. Parce qu'il faut l'arrêté d'application pour voir et pour comprendre la mise en œuvre de cette loi. Donc, il y a un ensemble d'éléments à considérer, mais je crois que l'effort de la BRH à travers ce sommet va vraiment aider à avoir des résultats, je dirais, positifs pour tout le monde. Merci Jean-Marie. Très bonne intervention. Et Max, je ne sais pas si tu veux apporter tes commentaires. Rebondir sur un certain nombre d'éléments qui ont été mentionnés, et notamment sur la question de confiance. Donc on parle d'un secteur qui exige beaucoup en termes de confiance. Okay? Donc si vous regardez l'utilisateur lambda qui utilise un service, là, mon cher, et regardez, je ne vais pas perdre l'argent là, non? Et là, je vais vous ouvrir bouche soin, je vais compter la quantité de cob.
OK? Mais dans le cas du portefeuille électronique, il doit avoir le même niveau de confiance. Or, aujourd'hui, malheureusement, on fait face à pas mal de menaces en termes de sécurité informatique. Déjà cette semaine et encore la semaine dernière, j'ai vu passer 2 annonces d'institutions bancaires du pays et de fintech rappelant aux utilisateurs les précautions d'usage à prendre et pour ne pas être victime de phishing ou de rançon logiciel. Maintenant, il y a tout un effort à faire de vulgarisation pour apprendre à l'utilisateur c'est quoi la question de phishing, de rançon logiciel et comment faire pour ne pas en être victime. Et pour quelqu'un qui ne sait pas lire ou écrire déjà, donc c'est beaucoup en termes de défis. L'autre chose aussi, ça touche à la confidentialité et des données. Vous avez des commerçants, des PME qui utilisent régulièrement des questions d'autres pratiques et WhatsApp ou Facebook pour vendre, pour accéder à une clientèle locale et internationale aussi. Mais ils n'ont pas conscience des risques liés à la confidentialité des données et à la sécurité. Donc des fois, vous avez des cas des gens qui perdent leur compte et rapidement, l'acteur malveillant a accès à une base de données de tous les clients de ce PME-là et commence à envoyer des messages pour dire « Écoute, il y a cette facture que vous n'avez pas su payer » et la personne, au bout de ligne, ne sait pas s'il a affaire à l'acteur malveillant ou au propriétaire du PME. Donc il y a pas mal de problèmes liés à la vulnérabilité numérique des PME qui doivent être mises en compte. On a parlé de la plupart des entreprises qui évoluent dans le secteur informel, donc il faudra regarder ces éléments. Et puis, parlant des problèmes de connectivité, et donc il y a des chiffres qui ont été mentionnés, des statistiques sur le taux de pénétration de l'Internet en Haïti à 40%, donc il y a beaucoup à faire. Maintenant, quand on regarde la présence, la couverture numérique dans les zones rurales, les PME qui se trouvent dans ces zones-là sont de façon disproportionnée victimes des problèmes de couverture. On le comprend, les acteurs, donc en parlant des opérateurs télécoms, ils décident avant tout pour les investisseurs, les shareholders qui investissent dans la compagnie, ils regardent, écoute, quand je vais placer des infrastructures télécoms à Beaumont par exemple, combien de temps ça va me prendre en fonction du nombre d'utilisateurs potentiels, en fonction de leur pouvoir d'achat, combien je vais pouvoir le facturer, combien de temps ça va prendre pour faire le retour sur investissement d'un demi-million en termes d'infrastructures. Donc ils vont décider facilement, écoute, je ne vais pas déployer d'infrastructures à Beaumont, mais à Beaumont, vous avez des coopératives agricoles qui investissent beaucoup dans le cacao, dans le café, etc. Comment on fait pour apporter l'infrastructure, déjà la connectivité, le service de base à ces gens-là? Donc, les défis sont énormes, donc il faudra qu'on regarde en matière d'inclusion financière, en matière d'inclusion numérique aussi, de s'assurer que les PME, surtout ceux qui se trouvent en milieu rural, et qu'ils soient quand même couverts et aient accès aux services de base. Merci beaucoup, Max. Et Samuel, qu'est-ce que tu as ajouté? Bon, c'est une remarque pour vous déjà. Lorsque je travaille avec les agents de la DINEPA qui sont réticents, donc j'abuse et me dis comme ça que bolette pas votre dans papier encore. Donc, par rapport aux questions de confiance, etc., bon, je pense que c'est ce secteur ça qui utilisait digitalisation mieux. Est-ce que pas ta guerre opportunité pour vraiment regarder ça que fait là-dedans, nous apprendre, bon, parce que pour ça, moi, quelle que soit la section communale malée, bolette pas votre dans papier, plus toute l'autre plateforme de pariage, etc. Merci, Samuel. Si vous permettez, moi, Jean. Vas-y donc. Alors, bien content pour ça, parce que moi, je pense que c'est important pour nous garder, et j'aime ça t'expliquer tout à l'heure, la dimension, si vous voulez, financière de questions. Et donc, c'est là où on comprend une régulation, parce qu'il faut réguler. Et donc, c'est le problème pour arriver qu'on y a, pour pouvoir pas des éléments dans le monde, pour
trancher, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au régulateur. Donc c'est pour ça qu'il est important pour le régulateur de gagner un instrument juridique dans le parce que on imagine yon fintech levé un pauvre l'aller. Donc si BRH pas gagné des mesures, si pas gagné des règlements qui prend pour protéger le client, là a un impact sur tout le secteur financier. Donc nous comprenons que gon effectivement une volonté pour client pour lui avoir accès à service même gens li facile dans notre secteur, mais il faut aussi regarder les risques parce que si on pas regarder les risques là, on est capable de laisser aller et puis c'est le barrière fin l'ouvrir, tout le monde sauver et pour pas faire personne. Donc je pense qu'il faut faire la balance et nous devons gagner régulation, nous devons gagner loi et c'est pas seulement travail BRH, c'est travail que ce soit exécutif là, que ce soit à législature cap venir pour doter dans le secteur ça de infrastructures juridiques qui permettent que les évoluer correctement. Très bonne intervention, Jean-Marie. Et Max, tout à l'heure, on faisait une discussion, nous avons parlé de parcours l'argent. Si machin, là, il recevoir paiement, est-ce que le voulait recevoir paiement digital, premièrement, parce que mon frère, qui pourra le payer un petit frère. Et là, on dit que nous résout le problème ça. Là, qu'on y a recevoir paiement, ça va le faire paiement. Qui j'en ouais, marche à suivre ça, qui a fait, vient accepter paiement digital là. Bon, c'est un problème que Jean-Marie était touché dans l'intervention tout à l'heure. Et parce que question adoption de service, c'est une question qui est complexe. Et déjà, si vous prenez une machine qui est la rue, lui-même, il est habitué avec cash là. Vous comprenez? Sous poton Hippolyte Bali, là, il n'y a pas de problème. Il comprend de qui ça va parler. Et quand on va parler de paiement numérique. Après, ça pose un ensemble de problèmes parce que un client vient acheter pâté, par exemple, il doit avoir un QR code ou bien NFC, il accepte le paiement, il vient un paiement qui est disponible. Maintenant, après, qui ça le fait avec le paiement? Lui-même, un petit machin. Il a besoin d'acheter farine, il a besoin d'acheter l'huile. Est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, que le cap utiliser des applications de type B2B pour que le payer fournisseur l'huile là, pour le payer fournisseur farine là? S'il n'a pas qu'à faire ça, donc vous mettez dans une situation pour l'obliger à le faire cash out, pour la transformer l'argent digital que le fin de recevoir en cash. Parce que le fournisseur n'est qu'à vendre farine ou bien qu'à vendre l'huile là, lui-même c'est cash qu'il a accepté. Donc c'est pour ça, l'approche écosystème est très 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 important. Il faut regarder dans chaque petit élément, chaque acteur, comment on est capable de faire entrer dans le jeu là, parce que si tout pas entrer dans le jeu là, on va gagner des problèmes, parce que si machin là qu'on y a, l'elfin vend, il y a une monnaie électronique, il prend porter pression comme marchand pour la faire cash out et marchand va avoir un problème de liquidité. Parce que gestion cash out, il pose des problèmes tout. Et en semaine dernière, on a parlé avec un opérateur qui est dans Grandance, qui a un paquet de coopératives agricoles. Il a expliqué qu'il y a un gros problème pour payer et tous les fermiers lorsque vous portez produits et café, cacao, etc. pour transformation. Mais là, pour le payer, c'est un problème. Ce n'est pas pousser l'argent, voyer l'argent et bénéficiaires, mais qu'on y a comment pour bénéficiaires pour aller retirer l'argent pour gagner cash. Parce que vous pas capable payer l'école petite avec monnaie électronique là. Vous pas capable payer transport avec monnaie électronique qui est sur portefeuille. Donc on est là. Là aller dans banque ou bien aller dans point de service. Point de service a dit il pas gain liquidité pour le payer 100 000 gouttes. Donc il est obligé à aller des fois sortir Jérémy, Beaumont, bien Ansdeno pour aller jusqu'au CAI pour aller faire cash out. Donc il est important pour nous garder approche écosystème là et c'est responsabilité tout acteur, tout le monde concerné. Parce que si nous pas faire ça, nous allons plaindre dans 5 ans, dans 10 ans que il y a un problème d'adoption, mais nous connaissons pour qui ça a un problème d'adoption. Moi, je profiter pour me faire un petit bémol sur l'importance de l'inclusion financière. Il y a des gens qui peuvent comprendre. L'observer, l'on cache économie ou son petit machin, ou fait petite transaction avec coup de dollar, ou pas de traçabilité, ou pas de visibilité. C'est deux bagages qui sont importants, traçabilité et visibilité. Donc, ou pas viable dans le système financier, donc, ou condamné pour continuer
nourrir cycle pauvreté. L'on vient visible ou vient yo ka tracer transaction ou vient des possibilités pour entrer dans une série d'activités comme microcrédit, participer dans le système économique pour prêter l'argent tout. C'est là le développement économique à venir. C'est pour ça qu'il est important que nous formaliser le marché informel là. Même Jean fait dans tout l'autre pays qui a développé. Donc, Jean-Ministre a dit là, c'est dommage qu'il n'est pas là, mais l'État parle de, il faut créer distribution de richesse, il faut créer richesse pour une richesse générationnelle. Nous avons fait même bagaille, c'est pour ça que nous sommes toujours là. Donc, ça, c'est une opportunité pour nous créer des transactions digitales avec Timachenio pour non seulement participer dans cette fiscale-là, mais aussi pour avoir accès, même si c'est au niveau microcrédit, pour agrandir le business. Parce que il y a des gens qui croient dans graisse cochon, cuit cochon, on ne peut pas faire ça tout le temps. Il y a un moment où on a une opportunité, ou prêter l'argent ou agrandir le business. Même au niveau micro. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et Samuel, quelle est ton opinion sur l'utilisation de l'argent digital et qui j'en pensé que vous a poussé, surtout au niveau gouvernemental, gérance, qui action gouvernement a pris pour lui pousser et encourager l'utilisation de monnaie électronique là? Bon, donc si j'en signale ça, c'est que au moins, premier ça pour le gouvernement, ou bien apprendre des sens que le BRH a fait, c'est commencer par exemple. Pour qui ça m'a payer ou avec c'était pas mon cash tout ou bien pas notre cash. Pour qui ça, bon, le ministre a dit ça tout à l'heure, le m'a payé taxe dans un guichet en banque privée. C'est changement guichet fait seulement. Donc au lieu d'aller dans un guichet et l'État, m'a allé dans un guichet privé. Mais c'est la même chose, bon, presque la même chose. Donc faut est-ce que ce n'est pas contradiction, non, mais il faut construire plus de cohérence dans la politique. Là. Si vraiment nous allons aller vers là, nous regardons des gens, nous regardons tout aspect vraiment. Donc, un exemple qui est dans le secteur de l'eau que je peux utiliser, bon, plusieurs monde parlaient de là. Pour qui ça en Afrique, certains bails marchent plus que dans les pays occidentaux. Parce que dans les pays occidentaux, le système marche déjà. Elle dit pas une question, et par exemple, si je paye par chèque, si moi aux États-Unis, je paye un bill par chèque, pas de question qu'à poser, le ceci, cela, parce que le système a marché déjà. Par contre, le modèle en Afrique, c'est que il n'y a pas de gain. Nous n'avons pas même personne parler là, nous n'avons pas même un compte en banque. Donc, ils ont adapté plus facilement à manque. Pour exemple plus concret, en France, ce n'est qu'après Covid que commencé à installer des smart meters. Parce qu'en France, le paiement de l'eau se fait par chèque. Le service postal existe, performant, ou vous voyez facture par la poste, ou vous voyez chèque là par la poste ou même. Par contre, en Afrique, bon, des pays d'Afrique où pas un système de marché, ils sont plus innovants. Donc c'est ça qui fait, nous n'avons pas forcément besoin d'apprendre des plus grands pays, des plus grands systèmes, mais dans les côtés qui ont plus de problèmes, nous pour qui ça marche plus vite. Merci beaucoup Samuel. Et je vais ajouter un bail avant nous. On arrive à la fin du panel. Moi, c'est que il y a des bails simples que le gouvernement a fait et des institutions et gouvernementales indépendantes. Il y a pas son petit mémo qui dit que dorénavant, dans 6 prochains mois, nous avons 10% de paiement venir sous forme électronique. Des bails comme ça. Pour y aurait les en anglais, on pull strategy. L'offre on bail comme ça ou fait forcer secteur, surtout les jeunes. Développer des solutions parce que nous avons des jeunes brillants dans la fintech. Ils ont joindre nos institutions, ça et développer des solutions pour eux et puis encourager les gens. Moi, qu'on est leur force, son monde paye un bagage, livre une façon pour le faire arriver quand même. Vous comprenez? Donc, sous dit 10% de paiement, GLO ou bien DGI ou bien Saltea, doit venir sous forme électronique, l'a créé un pôle stratégique côté non seulement
structure interne pour encourager mettre infrastructure là, mais aussi structure externe pour avoir opportunité et puis pour créer des solutions à ce niveau-là. Donc, on touche à la fin de notre panel. Je ne sais pas s'il y a des questions au niveau de l'assistance, rapidement, pour qu'on puisse la prendre. Vas-y donc. Madame. Vas-y donc. Passe le micro pour moi, s'il te plaît. OK, on arrive. Bonjour. Bonjour tout le monde. Question c'est pour le docteur Mondestin, mais l'y aller, c'est monsieur Altema qui répond, n'importe quel panéliste surtout. Moi c'est Jésus là, moi c'est un cadre dans le Parlement haïtien et ceci me prend une formation que Banque mondiale te baille pour travailler comme cadre technique auprès des commissions parlementaires. Donc, dans la mesure où vous avez utilisé, je vais proposer des solutions technologiques parce que nous sommes spécialistes en technologie, donc qui ont un rapport avec Haïti en termes de proposition de loi. Ça me t'a premièrement de me connaître que nous pauvres en ce qui a trait à des lois et nous tous nous parlons de ça, que cadre légal en ce qui a trait à la digitalisation, que peut-être un peu spécialiste en technologie en Haïti gagne en tête des idées assez innovantes, mais nous pauvres en ce qui a trait à la législation. Je demandé à M. Altema ou n'importe quel panéliste, est-ce qu'il n'y a pas de conventions internationales que nous avons adoptées, surtout avant mon yo paraître? T'es qu'à adopter l'avant, comme on est un petit peu difficile, les moun yo paraître, yo toujours réticents en ce qui a trait à ce genre de choses. Est-ce que nous pas des conventions internationales que nous avons adoptées avant ça? Et ceci, est-ce qu'il y a ça qui est adopté déjà? C'est une question. Merci. Et Jean-Marie, tu peux répondre si tu veux. OK, merci Jésus là pour la question. Et dans ce qui a rapport avec la régulation, il n'y a pas que des lois. Okay? C'est ça, des instruments juridiques. Que ce soit circulaire que la Banque centrale a sorti, il fait partie de l'instrument juridique. Et que ce soit les décisions administratives, il fait partie de l'instrument juridique qui oblige les gens qui sont dans le secteur à accepter. Et moi, je pense effectivement, c'est peut-être vous parler de convention, mais je pense qu'il y a des instruments juridiques qui sont capables de développer pour encadrer et souffler momentanément le secteur, parce que loi, les-mêmes, ils ont l'autre force, que ce soit sous garde de nomenclature et loi, il y a tout gens pour tout ensemble de processus, que ce soit, j'en dis, les accords que nous prenons, etc., jusqu'à loi ou d'autres décisions, li gagne un cheminement, mais moi je crois que li capable et encadrer même les labons quand même parce que gain des investissements au pas dans le secteur c'est pas gain loi. Effectivement, administrativement, on est capable d'encadrer pour faire progresser, mais bon côté, il faut une loi. Parce que l'arrivée dans le tribunal, il est clair que pour nous comprendre, c'est loi, l'on juge pour l'interpréter, et c'est loi pour l'interpréter. L'avocat pour défendre nos clients, c'est loi pour le regarder. Donc, il faut que nous ayons une loi. Il faut que nous ayons une loi pour bien sortir de là, mais on peut aussi, si vous voulez, j'aime dire, venir avec des instruments qui sont capables d'encadrer momentanément un secteur. Ok, merci. Et Max, ajoute quelque chose? Oui, et sur ce point, ça, on t'a dit qu'il y a un ensemble d'éléments qui sont liés à la réglementation et qui sont capables et plus global. Par exemple, facilitation pour créer business, par exemple. Et il y a plusieurs présentations qui faites matin sur ça, qui parlaient de, puisqu'on a parlé d'un écosystème, par exemple, de Wall, université, centre de formation technique et professionnelle, connecté avec l'autre acteur pour développer des entreprises innovantes. Mais je dis, on dit peut-être non, il y a un étudiant qui sorti dans l'informatique ou bien l'infogestion et qui voulait créer une entreprise, il veut créer un fintech, qui ça demandé. Peut-être qu'il y a une disposition légale qui est à prendre pour faciliter et ça, pour ne pas obliger un jeune étudiant qui
et après 4 ans, par exemple, il fait la payer l'université pour lui, il est sorti pour la dépenser et $2 000 ou bien $3 000 pour le créer, il ça. Pendant ce temps, il a créé une entreprise avec des responsabilités limitées. Donc, il faut penser à la réglementation qui est capable de gagner un effet bénéfique non seulement sur le secteur fintech, là, mais sur le secteur économique d'une façon générale, dans faciliter et création et entreprise. Il y a d'autres dispositions. Par exemple, au Sénégal, il y a des dispositions que prend, un programme qui est dit JPME, qui permettent à l'entreprise qui acceptent de faire virage et vers transformation digitale pour gagner des crédits d'impôt. Par exemple, elle dit toutes dépenses que vous faites dans le cadre de transformation digitale et pour acquisition de solutions numériques, pour implémentation de solutions numériques, pour faire formation de cadres qui liés à l'adoption de technologie, ou des crédits d'impôt pour eux. Donc, nous avons pensé à des mécanismes d'incitation comme ça. Du côté, ce n'est pas l'argent qui a sorti dans le poche État, au contraire. Et lorsque l'entreprise est capable de créer des services à forte valeur ajoutée, elle peut faire plus l'argent et contribuer mieux à l'assiette fiscale. Ok, merci. Il y a une deuxième question. Pour finir, vas-y. Okay. Une deuxième question, allez-y. Pardon? La question est en ligne. Où est la ligne? Ah, ok, d'accord. Invisible. Ah, ok. Et vous pouvez lire pour nous à l'arrière, s'il vous plaît. Les questions en ligne. Jean, entre-temps, ça me pensait que l'État ou bien acteur est capable de faire. Et je pense qu'il faut nous regarder, on prend par exemple les use cases. Je pense qu'il faut nous prendre un use case. On dit boss Pierre, par exemple. Et je me parlé tout à l'heure de l'expérience client. On prend boss Pierre de l'heure la rentrer dans le circuit à ensemble de bagages la fait dans le circuit jusqu'à ce qu'il sorte. Si vous comprenez ça, boss Pierre besoin, vous pouvez comprendre qui gens qui répondent pour vous débouler. Donc, moi, je crois que l'État est important pour que nous ayons des fintech qui gardent, qui prennent des use cases. Parce qu'en plus, fois, tout le monde a fait le même bagage. Je pense qu'il y a des secteurs qui sont capables de permettre qu'on aille plus vite. Et Max parlait tout à l'heure du secteur agricole là. Je pense que l'État est important pour que nous gardions un use case sous agriculture et qui peut permettre que nous renforcer. Client, depuis la bon client apprend. Client, une bonne question que nous posons, client pas poser. Question sécurité, oui c'est vrai, elle est important, mais client c'est l'elfine fait transaction, il tout va marcher pour lui, il songe un problème de sécurité. Donc, l'important pour nous faire, mais pour nous garder use question, pour nous voir qui gens client, l'on point donné, ou capable d'améliorer l'expérience ou rendre la ville plus facile. Ok, merci Jean-Marie. Et nous avons des questions en ligne, mais en attendant que les questions soient reproduites, nous allons prendre les questions à l'arrière. Allez-y donc. Nous allons prendre la dernière question. Ok. Bonsoir tout le monde. Je tiens à remercier la Banque centrale qui nous a donné un panel assez intéressant. Donc, j'ai deux grandes questions. Bon, tout d'abord, je tiens à me présenter. Je suis Géry François, étudiant en sciences économiques à la faculté de droit et des sciences économiques, FDSE-UH. Donc, ma question, malheureusement, je voudrais que M. Souka donne son intervention là-dessus, de voir votre expérience. Donc, près de 11,85% de la population possède un compte bancaire, soit près de 1,2 million possèdent de compte, et près de 482 000 jeunes femmes, soit, oui, voilà, je vais reprendre. Donc, près de 11,85% des personnes ont un compte bancaire en Haïti, soit près de 482 000 femmes. Et au total, on peut dire que 99% des paiements se font en cash selon le rapport de Finscope 2023. Mais au niveau de la présence des banques commerciales dans les villes de province, elles sont 5 à 10 fois moins dans les villes de province. Et on peut dire, ce que je voudrais mentionner avec ma question, quelle action prioritaire permettrait d'accélérer l'adoption des services FinTech pour les populations non bancarisées et le secteur informel, soit près de 10% sur 5 ans de la ville de province? Et ma deuxième question, ce que j'ai déjà mentionné, la Banque centrale, la BRH et le BCP, et la BCP, c'est la Banque centrale brésilienne, a lancé PIX, qui est un système de paiement, et la Banque centrale a lancé
PRONAP. Ce sont deux systèmes de paiement qui facilitent aux personnes de payer des transactions, mais c'est seulement sur l'échelle nationale. Mais on peut dire que ces deux systèmes de paiement se heurtent aux systèmes internationaux comme Mastercard et Visa qui facilitent des paiements à l'international. Comment PRONAP, qui est le processeur national de paiement, peut nous aider à payer nos achats en ligne sur l'international? Merci. D'accord. Je vais répondre à la première question et puis je vais laisser peut-être Max et parler de PRONAP ou quelques autres. Regarde, pour l'utilisation des paiements, ça doit être basé sur un besoin. Je me rappelle je ne sais si c'est pas la Sogebank ou la Unibank qui avait fait une expérience pour créer des comptes en banque pour les étudiants, quelque chose comme ça, vers les années 2010-2011, afin d'augmenter l'inclusion financière. Beaucoup d'étudiants avaient ouvert leur compte, et puis après ça, le compte n'était plus utilisé, parce qu'ils ne voyaient pas le besoin d'utiliser ces comptes-là. Donc, ils ont ouvert plein de comptes, et puis après ça, les comptes sont devenus dormants. C'est la même chose. Tu as des barrières. Je vais te parler d'une petite expérience que j'ai faite quand on a lancé mon cash. J'étais sur la place Boyer, et j'essayais de recruter des gens. Vers 2011, comme ça, c'était très nouveau. Les gens disent, ah, papa, l'aime de bagaille ça. Ouais, je ne pas comme ça. Et puis, comme je vais disparaître, je ne comme la aller, etc. Donc, il y a un manque de littératie pour comprendre ces paiements-là. Surtout au niveau de la province. Donc, il y a un travail qui doit être fait là-dessus. Je me rappelle qu'il y a un modèle que la DIC utilisait, c'était le modèle de la caravane qui marchait très bien. Tu vois? Donc, ce genre de modèle d'éducation financière, d'éducation technologique, et lorsque les clients sont le user experience et aussi faire comprendre à la personne la traçabilité de la transaction. Parce que lorsqu'on fait une transaction et que la transaction disparaît, on n'a pas du téléphone ni il peut, il ne comprend pas pour joindre comme là. Tu vois, il y a tout cette mythe-là qu'il faut défaire. Et lorsque cet écosystème est bien bâti, et il y aura cette confiance-là, et les gens vont commencer à utiliser ce service-là, surtout dans les provinces, parce que les gens sont accoutumés à la culture cash, culture en bas matelas, en bas oreiller, c'est à ça qu'ils pensent. Bien que ça soit une culture très risquée, parce que quand ton argent est sous l'oreiller, un rat vient, il mange l'argent, ou bien il y a du feu, bon, les gens deviennent de plus en plus pauvres. Donc il y a un risque là-dessus. Donc oui, il faut créer cette inclusion financière, mais il y a un travail autour de cette inclusion sur d'écosystèmes d'éducation littéraire, d'éducation technologique, pour qu'on puisse créer cette chose-là. Et c'est à ce niveau-là que tu vas créer cette création de richesse que j'ai parlé tout à l'heure. Et pour la PRONAP, je ne sais pas si tu veux un petit peu parler de ça. Bon, pour la PRONAP, à mon humble avis, c'est la BRH, parce que bon, l'exemple du Brésil est quand même relativement unique, où le régulateur décide d'implémenter une solution technique PIX et impose sa solution et demande à tout le monde de venir se brancher et pour l'interopérabilité. Donc, on a l'interopérabilité par défaut parce que le régulateur décide. Impose. Donc, en Haïti, ça pourrait être le cas si la BRH décide en tant que boss ou en tant que chef et dire OK, à partir de maintenant, on a un système qu'on appelle PRONAP ou un autre, et puis tout le monde va se brancher pour assurer l'interopérabilité on the go. Et puis, et à ce moment, n'importe quel utilisateur pourrait soit passer par les institutions financières établies, les banques, ou bien passer par des fintechs pour se connecter au système. J'aimerais... Oui, mais je voudrais peut-être relancer sur deux éléments sur la première question. On a parlé de beaucoup de choses qui peuvent être mises en œuvre en termes de renforcer la confiance. Et il y a la discussion autour de la DINEPA. Il y a des exemples qui marchent. Okay? Il faut mettre en avant les exemples qui marchent. Il y a des exemples qui marchent chez nous, des exemples d'intégration réussie de systèmes de paiement en ligne, des exemples réussis de dématérialisation de procédures administratives. Par exemple, pour les demandes de rendez-vous pour nous faire passeport, ça marche très bien. Donc, il faut mettre en avant ces exemples. Puis des exemples ailleurs aussi. Par exemple, au Rwanda, il y a des exemples où le gouvernement met en place ce qu'on appelle des ambassadeurs digitaux. Des jeunes qui viennent des universités, qui sont recrutés, qui reçoivent des formations et qui sont en appui comme coach aux petits marchands et aux PME. Donc, ces entreprises ont accès à
ressources, à une main-d'œuvre qualifiée, subventionnée, ne serait-ce qu'en partie par le secteur public, parce que derrière, il y aura des avantages pour tout le pays et aussi. Et il y a l'aspect de la visibilité aussi. Au Rwanda, on organise des concours. Les entreprises qui arrivent à faire le virage du numérique et qui réussissent sont mises en avant. Ils reçoivent des prix chaque année, ils présentent comme exemple. Donc, là, ça, ils viennent créer un incentive pour PME, pour adopter, non seulement parce que ça apporte des avantages compétitifs pour eux, mais ça peut offrir une publicité gratis parce que les gouvernements prennent des dispositions pour mettre en avant. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre, des exemples et au niveau local, au niveau international, qui peuvent booster l'adoption et des paiements mobiles et aussi du numérique d'une façon générale par les PME. OK, on doit conclure, malheureusement, bien que la conversation est très intéressante, mais il est l'heure de conclure parce que le temps nous fait défaut. En 30 secondes. En 30 secondes. Et le PRONAP, et je ne vais pas parler pour la BRH est là, on peut discuter avec eux. Le PRONAP, c'est un processeur national de paiement. C'est un processeur. PIX, c'est plutôt un système de paiement. Donc, il y a une différence entre les deux, mais je crois que ça peut être complémentaire et par rapport à ce que Max a dit, donc regardez ce qui peut être fait pour une meilleure appropriation de ce système-là. Mais il ne faut pas confondre processeur de paiement et un système de paiement. D'accord. Je vous invite à applaudir le panel, s'il vous plaît. Ils ont fait un travail excellent. Et pour les jeunes qui sont dans la salle, il existe un corps du secteur privé qui s'appelle AFI, l'Agence haïtienne pour la finance inclusive. Renseignez-vous, vous avez le pouvoir comme jeune d'influencer la politique à travers l'AFI. Je crois que l'un des membres de l'AFI est là, Andy René. Renseignez-vous, si vous avez la capacité, rejoignez cette institution et influencez la police. D'accord? C'est très important. Merci beaucoup. Merci.